Bonjour à tous et à toutes, dans cette vidéo, on va parler de la première révolution en Angleterre et de ses origines. Le 30 janvier 1649, Charles Ier, roi d'Angleterre et d'Écosse, est décapité devant Whitehall, à Londres, à la suite d'un procès qui a mené à son exécution pour trahison. Quelques jours plus tard, le Commonwealth, un système républicain, est proclamé, mettant fin pour un temps à la monarchie. On est 140 ans avant la Révolution française, qui voit le même type d'événement se produire. Comment en est-on arrivé là? Quel est l'impact d'un tel événement? Pour comprendre l'enchaînement des événements qui ont mené à l'exécution du roi Charles Ier, il faut rappeler que la couronne anglaise est, depuis le Moyen-Âge, théoriquement limitée. En effet, à la suite de la guerre civile, ayant opposé Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion, à ses barons, en 1215, la Magna Carta, ou Grande Charte, qui acte le principe d'un droit de regard des corps du royaume, c'est-à-dire les nobles et le clergé en particulier, regroupés au sein d'un grand conseil, donc un droit de regard sur la politique fiscale, pour lever les impôts. Bien que ce texte soit abrogé quelques mois plus tard, donc il est sans portée, le Grand Conseil est l'ancêtre du Parlement. Et il est mis en place, bien qu'au départ il n'ait pas beaucoup de pouvoir. Ainsi, depuis le Moyen-Âge, la structure du pouvoir en Angleterre est la suivante. King in Parliament, le roi à l'intérieur de son Parlement. Le roi ne gouverne donc pas seul. Si au Moyen-Âge le Parlement est surtout un instrument de pouvoir au service de la monarchie, à la période moderne, le rapport de force s'inverse. Parce qu'on a un renforcement du pouvoir législatif, ce qui rend le Parlement complètement incontournable. Il détient, à la période moderne, le pouvoir législatif, le pouvoir fiscal et du pouvoir judiciaire aussi. Les parlementaires, au milieu du XVIIe siècle, pour la période qui nous intéresse, connaissent l'existence et le contenu de cette grande charte. Et certains vont s'en servir pour appuyer leurs revendications, car il s'agit d'un texte qui est ancien et qui est signé par le roi. Donc c'est un texte qui est valide. Et c'est un texte qui montre aussi que la monarchie anglaise est limitée par les droits du Parlement. Il faut aussi comprendre que les souverains qui sont en place à cette période-là, les souverains écossais, ont une autre conception du pouvoir. Revenons un peu en arrière. En 1603, Élisabeth Ier, dernière représentante des Tudors, décède. C'est la fille d'Henri VIII, rappelez-vous, Henri VIII qui a créé l'anglicanisme justement pour avoir un héritier mâle. On a bien vu que ça a marché. La couronne d'Angleterre tombe ainsi entre les mains de son petit-neveu, Jacques, roi d'Écosse. Il faut rappeler que l'Écosse, c'est l'ennemi héréditaire de l'Angleterre. On avait deux ennemis héréditaires, la France et l'Écosse. Donc un roi écossais qui a la couronne anglaise passe pas très bien au départ. Donc Jacques Ier, c'est le premier souverain à régner sur l'ensemble des îles britanniques, c'est-à-dire l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Angleterre. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Il faut aussi comprendre que c'est des souverains qui n'ont pas été élevés dans le système de King in Parliament. C'est des souverains qui ont été élevés selon une théorie qui est très proche de la théorie qu'on a en France, la théorie d'un monarque absolu. C'est-à-dire un monarque qui a son pouvoir qui vient de Dieu. Donc c'est le lieutenant de Dieu sur Terre, personne ne peut lui dire quoi faire. On a bien vu que pour le système anglais, c'était pas du tout pareil. C'est cette différence de conception du pouvoir et des structures même de la monarchie qui va mener au trouble du XVIIe siècle. Avec finalement un déplacement du pouvoir qui va du roi vers le Parlement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se rejoindra d'ici peu pour la suite. Ciao!